Les affaires criminelles sont, de manière générale, toujours complexes à résoudre, mais le degré de difficulté peut varier et souvent ce qui fait fluctuer le curseur, c'est l'argent. Dès lors qu'il y a des sommes conséquentes en jeu, les gens sont capables de comportements venant faire obstacle à la justice. Certains vont omettre de divulguer ce qu'ils savent, d'autres vont parler, au contraire, mais ne dévoiler que des mensonges. C'est ainsi qu'un poste de police aux États-Unis reçoit un coup de téléphone à propos d'un couple qui aurait disparu. À l'autre bout de la ligne, on les informe qu'ils se trouvent à New York en mission secrète. Par la suite, des années durant, plus aucune nouvelle de ces deux personnes, jusqu'à ce qu'un coup de pelle soit donné dans le sol d'une propriété. Juste avant qu'on ne commence, je vous préviens, cette histoire va partir dans tous les sens. J'ai fait de mon mieux pour vous la résumer et pour que tout soit le plus clair possible, mais croyez-moi, ce n'était pas facile, pourtant ça vaut le coup. Vous n'entendrez pas deux affaires comme celle-ci, faites-moi confiance. Au cours du mois d'avril 1985, du côté de San Marino en Californie et sur la côte ouest des États-Unis, un policier en patrouille reçoit une information selon laquelle deux personnes auraient disparu sur Loren Road. Il s'agirait d'un couple, John et Linda Sohus. Cela fait approximativement 2 mois que les proches des époux sont sans nouvelles. Il est donc demandé à l'agent de se rendre chez les proches de chacune de ces personnes pour récolter le maximum de renseignements à leur sujet. Le policier ne perd pas une seconde, il part aux adresses qui lui sont transmises pour discuter avec les proches et en apprendre plus sur les circonstances autour de la disparition du couple, mais aussi pour savoir qui ils sont tout simplement. C'est en juillet 1982 que Linda Mayfield, âgée de 25 ans, rencontre John Sohus, du même âge. La jeune femme est une passionnée d'art, mais aussi de science-fiction et ce côté un peu geek, elle le partage avec celui dont elle est tombée amoureuse, John. Le jeune homme, lui, est complètement fan de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture populaire et notamment l'univers des jeux de rôle, ainsi que toutes les histoires gravitant autour. Il réussit sans peine à convaincre Linda de l'accompagner pour certaines parties. Ce n'est pas difficile en réalité parce que sa petite amie adore le suivre même si elle ne participe pas. Le simple fait d'être en sa présence lui fait plaisir. Et finalement, quand on forme un couple, ce n'est pas plus mal. Ce serait un peu étrange qu'une relation amoureuse se lance alors que personne peut se blairer. Bref, à force de bien s'entendre, Linda et John finissent par franchir un cap important avec la demande en mariage faite par le jeune homme et acceptée par la jeune femme. Dorénavant, ils ne sont plus simplement petit et petite amie, ils sont fiancés. Naturellement, pour deux fans d'univers fantastique, de science-fiction et d'horreur, comment célébrer l'union amoureuse ultime à une autre date que celle du 31 octobre et Halloween. C'est ce qu'il se produit au cours de l'année 1983. Tandis que les jeunes mariés se remettent de la célébration, il est temps de penser à la vie à deux. C'est alors qu'ils emménagent chez la mère adoptive de John, Didi Sohus. S'ils vont là-bas, c'est parce que Didi a de l'argent. Elle a été une personnalité des soirées mondaines américaines entre les années 40 et 50. Elle a donc toujours évolué dans un environnement très fortuné, et aujourd'hui encore, elle possède de grandes richesses, dont sa maison principale, qui est imposante. Elle vit au milieu de l'une des banlieues satellites de Los Angeles, comportant les plus grandes maisons de la côte ouest, et pour certaines, des États-Unis. C'est ainsi que John et Linda emménagent dans l'une des nombreuses chambres d'amis de la villa. Sur la propriété, il y a même une petite demeure indépendante qui est un appartement mais qui ne peut servir aux nouveaux mariés, parce qu'il y a déjà un locataire à l'intérieur. Et celui-ci s'appelle Christopher Chichester. C'est vraiment dommage, parce que Linda rêverait d'être totalement indépendante avec son mari. Et même s'il y a une bonne entente avec sa belle-mère, ce n'est pas nécessairement la vie dont on rêve lorsqu'on épouse celui ou celle que l'on aime. Simplement, ce n'est pas possible de se débarrasser de Christopher puisqu'il est locataire et qu'il aide Didi à entretenir la maison qui est bien trop grande pour elle seule à présent, et ce, depuis 4 ans déjà. Les finances cumulées de John et Linda ne sont pas suffisantes pour qu'ils soient en capacité de s'offrir un appartement. Mais le destin va sourire au couple. Quelque temps plus tard, ils rendent visite à la mère de Linda dans une voiture Nissan flambant neuve du côté d'Orange County. Cette visite surprenante, puisqu'il n'y a pas si longtemps, les deux amoureux devaient se serrer la ceinture et à présent ils possèdent une voiture du prix d'un petit appartement, n'est pas uniquement dans le but d'exposer ce nouveau véhicule.
Ils annoncent à leurs proches qu'ils s'en vont pour au moins 2 semaines. Ils partent pour New York, et la raison de cette traversée du pays, c'est l'emploi que va sûrement décrocher John. Un poste gouvernemental haut placé dans le domaine de la sécurité informatique et de la technologie. Dans le cadre de ce travail, il doit donc être présent à New York pour un entretien, mais il semble que cela ne soit plus qu'une formalité et qu'il soit à 2 doigts d'obtenir ce que le couple attend avec impatience, une situation enfin stabilisée. Au cours du mois suivant, en mars 1985, la mère de Linda tente de joindre le couple qui devrait être rentré désormais. C'est le numéro de Didi qu'elle compose, puisque c'est encore là-bas que vivent John et Linda, mais c'est Didi qui répond. Suzanne, la mère de Linda, essaye donc d'avoir sa fille au téléphone, mais Didi explique qu'ils sont partis, et avec ce brin d'inquiétude, elle annonce qu'elle ne sait pas s'ils reviendront un jour. Alors, les 2 mamans partagent toutes les informations en leur possession sur ce fameux voyage. Elles espèrent que cela permettra de comprendre plus clairement la situation, et surtout qu'elles réussiront à trouver une solution. Mais ce n'est pas évident de communiquer avec Didi. La mère adoptive de John dit que son fils est parti en mission secrète. Elle répète qu'elle ne pense pas revoir ni John ni Linda. Ce genre de propos agace Suzanne parce qu'elle sait pertinemment que Didi est porté sur la bouteille et qu'elle a la main lourde sur l'alcool. Il est donc impossible de déterminer de façon limpide ce qui est une réelle information ou du délire d'alcoolique. En revanche, il y a une chose qu'elle répète sans cesse, c'est que Suzanne ne peut pas contacter le couple. Si quelqu'un doit l'être, ce n'est que Didi et par une tierce personne. La mère de Linda suppose aussitôt que la tierce personne dont parle Didi est en fait Christopher Chichester. Toutes ces informations sont répétées au cours du mois d'avril 1985 à l'agent de police venu questionner les proches de ces 2 personnes portées disparues. Il a bien tout noté, la mission secrète, le déplacement à New York et la tierce personne mystérieuse. Puisque Suzanne soupçonne qu'il s'agisse de Christopher Chichester, les autorités se renseignent sur cet homme qui vit chez la mère de John depuis 4 ans. Apparemment, il est membre de la royauté britannique et il possède une double nationalité partagée entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il serait le 13e baron de Chichester, avec les documents qui en attestent. De ce qu'a compris l'agent de police chargé de se renseigner, puisque cet homme possède un certain statut, il est devenu le confident de John et Linda au gré du temps. Comme le nom de cet homme semble revenir plusieurs fois, la police décide d'aller l'interroger directement pour comprendre ce qu'il se joue derrière cette curieuse histoire de disparition, si elle en est une. Le policier se rend donc au domicile de la mère adoptive de John et toque à la porte de l'individu à qui il souhaite parler, Christopher Chichester. Il est bien là, il ouvre la porte à l'agent de police, sauf qu'il est nu. Surpris, le policier lui demande s'il peut se rhabiller, mais Christopher refuse. Il indique à l'agent qu'il est nudiste et qu'il ne préfère pas porter de vêtements. Le policier n'a pas vraiment le choix que de subir la volonté de cette personne qui lui propose d'entrer pour discuter. Ça ne doit pas être facile d'être confronté à ce genre de personne. Bon, le policier, qui à ce moment pense qu'il n'est pas assez payé pour se faire tirer dessus et parler à des gens tout nus, fait l'effort d'inspecter le moindre détail de la personne qu'il a en face de lui. Christopher est assez pâle, maigre, il transpire et il est visiblement sale également. Ses cheveux sont complètement ébouriffés. C'est comme s'il venait de faire du jardinage. En voyant ça, l'agent hésite à tirer d'abord et à poser les questions ensuite, comme le veut la procédure aux États-Unis. Mais il prend le contre-pied en demandant à Christopher de but en blanc s'il sait où se trouvent John et Linda. Sa réponse est la même que celle de Didi. Le couple est à New York pour une mission secrète. Le policier, qui en a marre que tout le monde lui parle d'une mission secrète qui n'a pas réellement de lettres tant que ça, insiste auprès de Christopher pour qu'il en dise un peu plus. L'homme lui indique alors qu'il s'agirait d'une mission impliquant des satellites, mais n'a pas plus de détails à donner à l'agent. Ce dernier répond qu'il comprend, mais ce qu'il a plus de mal à saisir en revanche, c'est que cette mission secrète aurait dû se terminer il y a quasiment 2 mois. Pourquoi aucun des 2 membres du couple n'a réapparu depuis ? Visiblement, Christopher Chichester n'est pas en mesure d'apporter la réponse tant attendue à l'agent, mais après tout, si John et Linda se sont rendus à New York, c'est sûrement là-bas que la réponse se trouve. Bon, vu le personnage, le policier lui demande s'il a une pièce d'identité afin de justifier qui il est, et Christopher lui présente dans la seconde son permis de conduire. Il est bien Christopher Chichester, mais il est aussi Christopher Gerhard Streiter.
Qui a dit qu'allemand LV1 ne servait à rien? En lisant ça, le policier est étonné, parce que clairement, l'homme avec qui il échange depuis quelques minutes ne possède aucun accent. En fait, l'agent commence à perdre le fil des événements. Il se passe trop de choses bizarres et après un certain moment, il décide qu'il est temps de partir. En quittant l'appartement, puis la propriété, le policier continue d'observer autour de lui et remarque un pick-up de couleur blanche et de la marque Nissan. Par réflexe, il inscrit dans son carnet le numéro de la plaque d'immatriculation qui est vérifié dans la foulée. Il s'agit de la voiture de John et Linda Sohus. C'est en quelque sorte une surprise de trouver leur véhicule ici, puisqu'a priori, ils devraient se trouver à l'autre bout du pays. Par curiosité, le policier décide de vérifier le permis de conduire de Christopher, une fois rentré au poste. Il cherche sous le nom de Christopher Chichester, mais également sous son autre nom de famille, Gerhard Streiter. Concernant le permis de conduire, tout est en règle, mais l'instinct d'enquêteur de l'agent le pousse aussi à vérifier les antécédents criminels de cet homme. Et une nouvelle fois sous ses deux identités, et rien, absolument pas la moindre contravention. Il est blanc comme neige, si l'on peut dire. Le dimanche 28 avril, Suzanne, la mère de Linda, reçoit une carte postale en provenance de Paris, en France. Je précise parce qu'il y a aussi Paris aux États-Unis vu qu'ils ont volé tous les noms disponibles, ces flemmards. Quoi qu'il en soit, il y a cette carte postale venant de France, mais surtout envoyée par Linda et John. Cela fait 2 mois que plus personne n'a de nouvelles du couple, et voici une carte postale venant de l'autre côté de l'Atlantique, alors que John devait simplement passer un entretien pour un travail, et à New York. Ce n'est pas la seule chose étrange, le message inscrit sur cette carte est encore plus bizarre. Il dit « Il semblerait qu'on se soit trompé ». À quoi Linda fait-elle allusion ? Parce que oui, vu l'écriture, c'est celle de la jeune femme qui a signé simplement « John et Linda ». D'ailleurs, ce point aussi est curieux. Linda habituellement termine ses écrits par une note un peu plus chaleureuse, comme « À bientôt, Linda » ou « Je t'aime, Linda ». Ici, c'est assez froid, et cela soulève des questions, notamment avec tout ce contexte et cette disparition soudaine. Enfin, pourquoi envoyer une carte postale et ne pas communiquer de vive voix afin de rassurer tous les proches ? Ces éléments laissent penser Suzanne qu'en réalité, ce n'est pas sa fille qui a rédigé ces mots sur cette carte postale. Ou alors si c'est elle, cela a été fait sous la contrainte. En juillet 1985, cela fait 5 mois que le couple a disparu. Enfin pas tout à fait, parce qu'il y a cette carte postale qui est venue semer le trouble, mais désormais, Didi décide qu'il est temps de signaler la disparition à la police. Si elle le fait, c'est parce que Christopher, qui vit avec elle, a soudainement quitté son logement sans prévenir, et la voiture de John et Linda a également été emportée. Comme il était l'intermédiaire entre elle et son enfant, vu qu'il n'est plus là, Didi s'inquiète et se rend chez les autorités. La femme signale la disparition de tout ce petit monde, Linda et John, bien sûr, mais aussi Christopher Chichester ainsi que le véhicule du couple. Les forces de l'ordre ont beau chercher et faire du mieux qu'elles peuvent, il est impossible de mettre la main sur qui que ce soit, et ce, durant 3 ans. 3 années se sont écoulées, c'est vrai, mais la police de San Marino n'a pas du tout laissé tomber cette affaire hors du commun et continue d'être active sur le dossier. C'est principalement la trace du véhicule qui est pistée, et en juillet 1988, cette voiture réapparaît. Elle refait surface de l'autre côté du pays, sur la côte est, à Greenwich, dans le Connecticut. En apprenant cela, les policiers de San Marino contactent leurs homologues de Greenwich pour qu'ils suivent cette piste immédiatement. C'est précisément ce qu'ils font, et découvrent que le véhicule vient d'être vendu à un couple nommé John et Joanne Bishop. Les enquêteurs se rendent donc chez les nouveaux propriétaires pour connaître les détails autour de cette vente. Les Bishop ne connaissent pas de personne appelée Chichester ou Gerhard Streiter. En revanche, ils expliquent que leur vendeur, ils l'ont croisé à leur église et qu'il s'appelle Chris Crow. La police tient donc un nom et une première piste depuis 3 ans. Il reste donc à se rendre chez ce Chris Crow pour bien comprendre ce qu'il se passe avec ce pick-up Nissan. Les enquêteurs découvrent qu'il détient une adresse postale dans la ville de Berlin, aux États-Unis dans le Connecticut, je précise encore une fois. C'est donc la police de Berlin qui se renseigne sur Chris Crow, et c'est de cette façon que les policiers comprennent que Christopher Chichester, Christian Gerhard Streiter et Chris Crow sont une seule et même personne. Cette affaire qui dure depuis déjà 3 ans, c'est le foutoir absolu. Pourquoi cet homme a 3 identités différentes ? Quelle est sa véritable identité ? Que faisait-il avec la voiture du couple disparu ? John et Linda sont-ils avec lui ?
Cette découverte n'a fait que soulever plus de questions encore, et piquer un peu plus la curiosité des enquêteurs qui comptent bien percer ce mystère. Cette histoire est donc totalement folle, et c'est loin d'être fini. Mais le plus fou, c'est que tu ne sois pas encore abonné, et si tu es abonné, que tu n'aies pas encore liké cette vidéo alors que c'est juste là. Cela fait donc 3 ans que le couple composé de John et Linda Sohus a disparu après avoir annoncé se rendre à New York afin que John passe un entretien pour un emploi sensible dans l'informatique et les nouvelles technologies. Au bout de cette période, les policiers découvrent que Christopher Chichester, qui vivait chez la mère adoptive de John et qui a également disparu peu de temps après le couple, vient de refaire surface sous une autre identité, celle de Chris Crow. Cependant, les autorités ne sont remontées à lui que grâce à la persévérance de la police de San Marino qui suivait la trace de la Nissan blanche appartenant au couple et qui avait disparu en même temps que Christopher Chichester, et celui-ci vient de vendre ce véhicule. Par conséquent, au cours du mois de novembre 1988, les enquêteurs s'apprêtent à rendre visite à cet homme curieux qui semble dissimuler de nombreux secrets. Ils ont retrouvé son adresse en suivant la piste de son adresse postale à Berlin, dans le Connecticut. L'homme recherché habite dans un appartement aménagé par son propriétaire au sein d'une grande maison. Les inspecteurs discutent donc avec celui qui loue ce logement à Christopher Chichester, et il confirme qu'il a déjà aperçu son locataire à bord d'un véhicule de la marque Nissan et de couleur blanche. Les policiers apprennent aussi que celui qu'ils recherchent travaille au centre-ville de Greenwich. C'est là-bas qu'ils comptent faire la rencontre de Christopher Chichester. Les enquêteurs aiment les surprises, ou plutôt prendre les gens, leurs suspects par surprise. C'est pour ça qu'ils se rendent aux locaux de la société Kidder, Peabody & Company, où est employé Chris Crow, alias Christopher Chichester, alias Christian Gerhardt-Reiter. Bon, j'espère que vous avez compris, sinon ça va vite être très chiant. Les inspecteurs entrent dans le bâtiment à 7h du matin, s'annoncent à l'accueil, et ils sont naturellement conduits dans le bureau de leur suspect. Ils sont contents de leur piège parce qu'ils vont à coup sûr déstabiliser ce caméléon de Chichester. Ils attendent, encore et encore, mais pas de Chichester à l'horizon. Pourtant, ils sont bien dans son bureau, il n'a pas pu savoir qu'ils arriveraient. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le patron de l'entreprise lui-même qui vient clarifier la situation aux enquêteurs. Chris Crow vient de téléphoner, il ne va pas venir ce matin. En réalité, il ne va pas se présenter durant au moins 2 mois parce que ses parents viennent d'être enlevés. Ils ont été emmenés au Pakistan et il doit aller les chercher. Autant vous dire qu'en réfléchissant 30 secondes à la phrase qui vient d'être prononcée, personne n'y croit, ou en tout cas, il y a de forts doutes. Comme l'activité de Chichester est celle de courtier, il a été obligé de donner ses empreintes digitales à son patron pour qu'il constitue un dossier auprès de l'institution américaine régulant ce genre de métier. L'employeur transmet donc les empreintes digitales, ainsi que les numéros de téléphone des contacts qu'il trouve utiles, notamment parce que Chichester pourrait se trouver avec ces personnes. Les enquêteurs ne se font pas prier pour téléphoner. L'un des numéros renvoie à New York. C'est une femme qui décroche, elle s'appelle Miyoko Manabe. Elle explique que Chris Crow n'est pas présent, mais qu'elle peut prendre un message si nécessaire pour lui transmettre, ce qu'accepte le policier. Chris Crow ne prendra jamais la peine de rappeler. Puisqu'il est un véritable fantôme, les inspecteurs décident d'entrer les empreintes digitales de l'homme qu'ils recherchent dans leur base de données nationale. Cela permet, si Christopher se fait arrêter n'importe où dans le pays, et peu importe le motif, qu'il soit signalé en tant que personne d'intérêt dans un dossier de personnes ayant disparu. Mais sans autre information sur l'endroit où pourrait se trouver cet homme mystérieux, les policiers de Greenwich mettent de côté le dossier en attendant que de nouvelles pistes se présentent éventuellement. Quelques mois auparavant, en février 1988, Didi Sohus, la mère adoptive de John, décède. La maison est alors mise en vente. Elle est achetée par de nouveaux propriétaires. 6 ans plus tard, en mai 1994, ces mêmes propriétaires souhaitent ajouter du confort à leur maison et veulent y installer une piscine dans le jardin, suffisamment grand pour en accueillir une. Une entreprise spécialisée dans ce genre d'ouvrage se présente donc un matin, et tenez-vous bien, la première chose à faire pour installer une piscine, c'est creuser un trou. À ce stade, c'est précisément une procédure identique lorsque l'on souhaite enterrer un cadavre. Autrement dit, quand on veut une piscine, c'est possible de trouver un cadavre en creusant. Et c'est exactement ce qu'il se produit en mai 1994 sur l'ancienne propriété de Didi Sohus.
l'entreprise devant installer la piscine est confrontée à un corps. Des restes humains sont découverts, c'est donc la police qui prend le relais pour les fouilles. La dépouille a été soigneusement emballée, la tête humaine est recouverte par 2 sacs en plastique. Pour les tenir, un câble téléphonique semble en faire le tour. Les bras, les jambes ainsi que le torse, quant à eux, ont été enveloppés séparément dans du film plastique avant d'être enterrés. Cela prend la matinée entière pour extraire le plus soigneusement possible tout ce qui se trouve dans le sol, et surtout pour être certain que tout a été sorti. Bien entendu, avec le contexte, les enquêteurs supposent rapidement qu'ils viennent de retrouver John et Linda Sohus. Sauf que tout aussi rapidement, ils font les comptes, et 2 bras ainsi que 2 jambes, ce n'est pas suffisant pour faire 2 humains. En tout cas, pas les 2 que l'on recherche. Puisqu'ils soupçonnent qu'un acte criminel a été commis ici, et qu'un homme curieux vivait dans l'appartement situé dans le jardin de cette propriété au moment où le couple a disparu, les policiers décident d'aller inspecter ce petit logement. Grâce au luminol, fantastique produit chimique qui révèle les traces de sang même si elles ne sont plus visibles à l'œil nu, les inspecteurs découvrent 4 taches de ce fluide humain au sol. Non seulement ils trouvent du sang, mais en plus, certaines marques laissent suggérer un nettoyage. C'est toute la propriété qui est passée au crible, mais c'est seulement dans cette petite partie que des indices se présentent aux forces de l'ordre. Cela dit, comme l'ADN n'est pas encore autant développé, ni utilisé dans les enquêtes criminelles qu'il le sera quelques années plus tard, il n'est pas prélevé sur le moment. C'est au tour du médecin légiste d'apporter son expertise afin de comprendre la cause de la mort de cette personne, mais aussi savoir de qui il pourrait s'agir. D'après l'expert, il n'y a quasiment aucun doute sur le fait que le cadavre soit celui d'un homme. Ce sont les os qui convainquent le légiste. Ensuite, le décès a sûrement été causé par des traumatismes crâniens réalisés à l'aide d'un objet contondant. Il y en a 2, un au niveau de la zone frontale et un autre sur le côté droit du crâne. J'ai dit que le décès a été sûrement causé par des traumatismes crâniens parce qu'il pourrait aussi avoir pour origine des coups de couteau. Sur les vêtements, le médecin légiste repère des petites lacérations sur le tissu semblables à celles que causerait une lame et elles sont assez nettes. Quoi qu'il en soit, coup de couteau ou coup d'objet contondant, la victime a été brutalement agressée. Seulement, bien que toutes ces informations soient très utiles et fassent avancer sur les événements qui ont pu se produire, il n'est pas possible d'identifier la personne qui vient d'être sortie de terre. Tous les enquêteurs se doutent qu'il s'agit de John Sohus, mais c'est un enfant adopté. Sa mère biologique est décédée, il n'y a aucun renseignement sur son père biologique et pas de dossier dentaire non plus. Sans ces informations, impossible de faire le lien et de l'identifier formellement. Quoi qu'il en soit, cela ne bloque en rien les inspecteurs qui continuent de se renseigner sur Christopher Chichester afin de saisir ce qui a pu faire basculer un escroc en un assassin. C'est ainsi qu'ils découvrent que Christian Gerhardt-Streiter a débarqué aux États-Unis pour la première fois en 1979, dans le Connecticut, dans le cadre d'un échange étudiant entre l'Allemagne et les États-Unis. Il a 16 ans à cette époque et vit chez une famille américaine lors de cet échange qui n'a plus entendu parler de cet étudiant durant des années. En réalité, Christian est parti du côté de Milwaukee où il s'est inscrit à l'université sous le nom de Christian Gerhardt. Il a donc raccourci de quelques lettres son nom de famille. Ce n'est que le début de sa traversée des États-Unis puisque, quelques mois plus tard, le voici sur la côte ouest à Los Angeles, inscrit à l'école de cinéma USC sous le nom de Chichester cette fois-ci. C'est lors de cette 3e identité qu'il est devenu le 13e baron imaginaire de Chichester. Il s'est ensuite transformé en producteur de cinéma, puis courtier sous sa dernière identité connue, Chris Crow. Tous ces changements d'identité sont très lourds. Pour moi déjà qui dois raconter tout ça, mais surtout pour la police qui a un suspect en ligne de mire, sauf qu'il change sans cesse d'identité et que personne n'a la moindre idée de l'endroit où il pourrait se trouver. C'est un mélange qui donne souvent le même résultat, une affaire non résolue, un cold case à l'américaine. Sauf qu'un événement national va tout faire basculer en 2008, 23 ans plus tard. Nous sommes en 2008, cela fait 23 ans que John et Linda Sohus ont disparu. Les policiers ont retrouvé un corps dans le jardin de l'ancienne maison de la mère adoptive de John et ils pensent que c'est lui qui reposait sous terre. Seulement, ils n'ont pas pu l'identifier officiellement et il y a un suspect en la personne de Christopher Chichester qui est l'une de ses multiples identités.
Sauf que justement, les forces de l'ordre ne lui ont pas mis la main dessus, et il change de nom sans cesse, ce qui explique les 23 ans d'attente. Mais au cours de l'été 2008, un événement incroyable fait la une de tous les médias américains. C'est dire la passion qui règne chez la foule pour cette histoire. Parce que pour réussir à captiver le public américain, exposé sans cesse au sensationnalisme, c'est une performance. Un homme nommé Clark Rockefeller vient d'enlever sa fille Ray à Boston le 27 juillet 2008. Alors qu'il est en pleine procédure de divorce avec sa femme Sandra Ross, l'homme qui sait qu'il y a de fortes chances pour que la garde de sa fille revienne à sa future ex-épouse, décide de s'enfuir avec son enfant. Il a fait monter sa fille à bord de son véhicule pour disparaître dans l'immensité de New York. En réalité, Clark Rockefeller a réussi à prendre le large en passant par la mythique gare de Grand Central au centre de la Grande Pomme. Évidemment, le nom Rockefeller ne passe pas inaperçu. Il fait aussitôt penser à John Davidson Rockefeller, l'industriel américain et premier milliardaire de l'histoire. Alors tout de suite, les médias s'emparent de l'affaire. C'est un événement diffusé absolument partout. Personne n'en perd une seule miette. Et justement, c'est grâce à cette médiatisation qu'une autre affaire vieille de 23 ans, celle de John et Linda Sohus, va avancer. Quelques jours après l'enlèvement de la jeune fille par son propre père, la police reçoit un appel d'une femme qui vient de voir les informations. Elle a vu la photo du ravisseur de Ray et elle raconte qu'elle l'a immédiatement reconnu. Il s'agit de Chip Smith. Elle affirme d'ailleurs lui avoir vendu une maison tout récemment. Le FBI est aussitôt contacté. Puisqu'ils connaissent l'adresse, ils établissent une ruse pour faire sortir le ravisseur de sa tanière afin de l'interpeller et surtout l'éloigner de la petite fille pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Le plan est exécuté à merveille. Clark Rockefeller, alias Chip Smith, s'expose en sortant dans la rue. Il est immédiatement interpellé. Ce qu'il s'est passé, c'est que le FBI a réussi à faire croire à Clark Rockefeller qu'une personne voulait voir Chip Smith. Il est donc sorti sous cette identité, mais un agent du FBI en civil l'a appelé dans la rue en le nommant Clark. Et il s'est retourné comme s'il se sentait concerné. Bien sûr, une fois dans les locaux des autorités, ses empreintes sont prélevées et des signaux d'alarme s'élèvent dans la base de données, parce que souvenez-vous, 23 ans auparavant, un agent de police avait déjà entré ses empreintes digitales dans la base, celle de Christian Gerhard Streiter, alias Chip Smith, alias Clark Rockefeller. C'est la même personne depuis le début qui est chassée. Bien sûr, l'homme le plus recherché des États-Unis pendant quelques jours est interrogé, même si c'est une formalité et que le dossier est déjà bouclé. Mais durant l'interrogatoire, c'est amusant de voir à quel point c'est un personnage. Pour l'amadouer, les agents du FBI lui disent qu'il a donné du fil à retordre aux meilleurs agents du pays. La seule chose que trouve à dire Clark Rockefeller, c'est « Merci, ça me touche beaucoup ». Il n'y a pas deux histoires comme ça parmi la multitude d'affaires criminelles, je vous le dis. Pour comprendre clairement d'où il vient et qui il est, ce qui n'est pas forcément évident avec toutes ces identités, les agents fédéraux lui posent une simple question. Où êtes-vous né ? Il répond qu'il ne sait pas, il pense qu'il est né à New York. Les agents lui disent qu'il doit bien avoir des souvenirs d'enfance. Il répond que non, il est insolent jusqu'au bout. Mais l'homme aux multiples facettes vient d'être arrêté. Dans la foulée, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement pour l'enlèvement de sa fille. Surtout, l'exposition médiatique a fait le tour du pays jusqu'à Los Angeles et San Marino, où l'on recherche Christopher Chichester depuis 23 ans. Maintenant que les enquêteurs de la côte ouest savent où l'homme se trouve, ils ne sont pas prêts de le lâcher. Mais ils ont le temps, puisqu'il est à l'ombre pour au moins 5 années. Ainsi, ils peuvent constituer leur dossier pour meurtre tranquillement. Au gré de l'élaboration de ce dossier hautement complexe, le mobile qui ressort du meurtre de John et Linda Sohus est l'argent. Lorsque John et Linda sont partis pour ce fameux entretien à New York, ils ont laissé derrière eux Didi Sohus, la mère adoptive de John. À cette époque, Didi vivait seule. Elle était aussi en mauvaise santé et c'est la raison pour laquelle Christopher Chichester était une aide précieuse. Ce départ précipité pour New York, la femme ne l'a pas bien vécu, à tel point qu'elle a retiré John de son testament alors que la maison de San Marino vaut approximativement 300 000 $ en 1985, ce qui est une somme absolument démentielle pour une demeure à ce moment, et qui équivaut à environ 900 000 $ actuellement. John et Linda étant hors jeu désormais, cela laisse le champ libre à une seule personne, Christopher Chichester.
Sans plus aucun héritier, il aurait été le seul sur le coup pour récupérer cette maison d'exception, ainsi que toute la fortune de cette dame. Alors même si Didi n'a jamais franchi le cap d'inscrire Chichester sur son testament, le procureur suppose que c'était l'objectif, et éliminer la concurrence faisait donc sens. Mais les suppositions ne sont pas suffisantes pour faire condamner un suspect pour meurtre, il faut du concret. Alors, les enquêteurs se concentrent sur les preuves matérielles pour faire condamner cet escroc de grande envergure. Les policiers s'intéressent donc aux cartes postales que Suzanne, la mère de Linda, a reçues. Étrangement, elles proviennent toutes de France et notamment de Paris. Mais surtout, elles sont toutes datées du même jour, ce qui est un premier point curieux. Ensuite, il est indéniable qu'il s'agisse bien de l'écriture de Linda. Simplement, c'est le langage utilisé sur les cartes postales qui pose question. Sur l'une d'entre elles, il est écrit « New York me manque un peu, mais on peut vivre avec ça ». Cette seconde partie de la phrase est écrite en anglais de la façon suivante « This can be lived with », ce qui n'est pas une formulation qu'une personne dont la langue maternelle est l'anglais utiliserait. Ceci laisse penser aux policiers que ces cartes ont pu être rédigées par Linda sous la contrainte et que Chichester est celui qui a réellement posté les cartes. Les enquêteurs de Greenwich sont également toujours sur le coup afin de faire tomber pour meurtre Christopher Chichester. Souvenez-vous, en 1988, ils étaient parvenus à remonter la piste de Chris Crow, devenu courtier. Mais alors qu'il l'attendait dans son bureau, ce dernier a finalement dit qu'il ne viendrait pas puisque ses parents s'étaient fait enlever et qu'il avait le devoir de suivre leurs traces au Pakistan. Dans la foulée, Miyoko Manabe, qui était l'une des personnes que fréquentait Chris Crow à cette époque, est contactée par la police de Greenwich afin de savoir si elle a vu cet homme recherché. Et elle avait dit que non. 23 ans plus tard, la voici dans les locaux du FBI avec les inspecteurs de la police de Greenwich. Et avant que l'interrogatoire ne démarre, la femme annonce qu'elle souhaite présenter ses excuses à la police de Greenwich parce que lors de l'appel, elle a dit ne pas savoir où était Chris Crow alors qu'il se tenait juste à côté d'elle. D'après elle, il venait de lui dire que le policier qui appellerait n'en était pas un et qu'il était en réalité un tueur à gages qui voulait l'éliminer. Clark Rockefeller, Christopher Chichester ou encore Chris Crow, choisissez l'identité qu'il vous plaît, est derrière les barreaux suite à l'enlèvement de sa fille Ray. Sauf que les autorités, notamment la police de San Marino, souhaitent le faire condamner pour le meurtre de John et Linda Sohus, commis il y a 23 ans de cela. Alors qu'il était à deux doigts de se faire attraper sous l'identité de Chris Crow, la police de Greenwich l'attendant dans son bureau, l'escroc a réussi à faire croire à Manabe Miyoko qu'elle devait s'enfuir avec lui. Il s'est donc laissé pousser la barbe, il a teint ses cheveux, et le couple agissait comme s'ils étaient des espions. Ils jetaient tous leurs déchets dans des poubelles publiques, ne marchaient jamais ensemble dans la rue, chacun surveillant l'autre pour s'assurer qu'ils ne soient pas suivis, ce genre d'attitude. Après 8 ans à vivre de cette façon, Miyoko Manabe en a finalement eu marre de cette vie et a quitté Chris Crow avant d'épouser un autre homme. Cependant, elle a laissé à son ex-petit ami en cavale son appartement à New York en 1992. C'est de cette façon que Clark Rockefeller rencontre Martha Henry, qui habite dans le même immeuble et qui tient une galerie d'art dans la Grande Pomme. Martha le trouve un peu excentrique, paranoïaque, mais très gentil, et le courant passe bien entre les deux. Après quelques temps, Clark Rockefeller appelle Martha parce qu'il viendrait d'hériter de 3 tableaux, l'un de Jackson Pollock, l'autre d'un artiste nommé Rothko et le dernier d'un certain Mondrian. L'homme sollicite donc la femme afin qu'elle jette un œil à cette collection et à ces tableaux absolument iconiques qui sont juste devant elle. Naturellement, Martha demande à Clark comment il les a obtenus et il explique que sa grande-tante, Blanchette Ferry Rockefeller, vient de mourir. Elle tenait un petit musée sur la 53e rue, qui est le musée d'art moderne, le fameux MoMA, ce qui explique logiquement que de telles œuvres soient en sa possession désormais, puisqu'il fait partie de la famille Rockefeller. Bien entendu, vous savez que ce n'est pas vrai, rien n'est jamais une vérité avec ce personnage, et les tableaux ne le sont pas plus. Ce sont des contrefaçons. Pourtant, tout le monde n'y a vu que du feu, y compris des personnes impliquées dans le monde de l'art depuis des années. Ces tableaux, il n'a pas l'intention de les vendre. En réalité, Clark Rockefeller s'ouvre les portes des cercles sociaux les plus aisés de l'une des villes les plus riches du monde. Il est invité à des vernissages, des fêtes mondaines et côtoie le gratin new-yorkais.
C'est comme ça qu'il rencontre Sandra Boss, sa future femme. Ils s'entendent parfaitement, par conséquent, le mariage arrive rapidement. Clark Rockefeller est-il réellement amoureux de Sandra? C'est une vraie question lorsque l'on sait tout le mal qu'il se donne pour accéder frauduleusement aux cercles les plus aisés du pays. D'autant plus que Sandra est une femme qui gagne beaucoup d'argent, plusieurs millions de dollars par an. Elle a étudié à Stanford ainsi qu'à Harvard et aux États-Unis fréquenter ce genre d'université prestigieuse, cela ouvre les portes les mieux rémunérées du pays. Au bout de quelques années, Sandra finit par tomber enceinte de leur petite fille Ray. À la naissance de celle-ci, c'est Clark qui s'occupe de l'enfant pendant que Sandra travaille pour nourrir la famille. Car oui, l'époux ne contribue en rien aux finances, il ne paye pas un seul dollar pour quoi que ce soit. Bien sûr, il a une justification. Il détaille à Sandra qu'il a de l'argent, mais qu'il est coincé avec une procédure qui bloque tous ses fonds, et que d'un jour à l'autre, plusieurs millions de dollars allaient enfin tomber sur le compte. Sandra, totalement amoureuse, lui fait aveuglément confiance et lui laisse utiliser son argent comme si c'était le sien. Et il s'en est donné à cœur joie, sauf que ce n'est pas une situation tenable éternellement, et au bout de quelques années, Sandra demande le divorce parce qu'elle ne supporte plus de devoir financer le train de vie extravagant de son époux. Elle paye un chômeur depuis 8 ans quand même. La procédure de divorce, ce n'est pas une bonne chose du tout pour Clark, parce que son train de vie luxueux sans rien faire s'arrête, mais surtout, Sandra engage un détective privé pour réellement connaître la vie de son mari, et où est passé son argent, ce genre d'informations. Bien entendu, le détective ne trouve absolument rien sur un certain Clark Rockefeller. Il n'existe absolument pas, c'est un personnage inventé de toutes pièces. Grâce à ce précieux renseignement, Sandra insiste devant le juge pour qu'il lui cède l'entièreté de la garde, dans la mesure où personne n'est capable de vraiment savoir qui est réellement Clark. Il pourrait tout à fait disparaître avec l'enfant du jour au lendemain et s'évaporer dans la nature sous une autre identité. Ce serait donc dangereux de lui laisser le droit d'être avec sa fille. Sandra fait une proposition de 800 000 dollars à son ex-époux contre la garde totale de sa fille, et il accepte évidemment. Ce sont les 800 000 dollars les plus facilement gagnés au monde. En plus, le juge autorise des visites surveillées pour le papa. Il est gagnant sur tous les tableaux. Sauf que, lors de l'une de ces visites, il s'enfuit avec sa fille, emprunte une nouvelle identité, Chip Smith, et la suite vous la connaissez. Il se fait arrêter par le FBI avant d'être condamné pour cet acte. Les enquêteurs réussissent petit à petit à remonter la trace de chaque identité utilisée par le faux Rockefeller. Mais l'obstacle le plus important reste l'identification du corps déterré 16 ans auparavant sur la propriété de Didi Sohus, la mère adoptive de John. Le problème principal est qu'il a été adopté. La mère biologique est décédée et a été incinérée et le père biologique n'existe pas. Alors les inspecteurs cherchent des demi-frères ou sœurs avec la même mère biologique et ils trouvent enfin. La demi-sœur accepte de transmettre son ADN. Il correspond, et il est donc possible de confirmer enfin qu'il s'agit bien de John Sohus qui a été tué, puis enterré dans le jardin de sa mère adoptive. Pour les policiers, il est évident que Christopher Chichester est derrière le meurtre de John Sohus, et certainement celui de Linda, bien que son corps ne soit toujours pas retrouvé. S'il l'a fait, c'est évidemment pour l'argent. Il suffit de scruter les comportements qu'il a eus jusqu'à sa condamnation pour enlèvement. L'escroc attendait sagement la mort de Didi Sohus afin de récupérer la maison de cette femme très riche, mais il y avait un obstacle sur sa route, le couple Sohus. Une fois hors jeu, il n'avait plus qu'à se pencher pour récupérer les biens grâce à l'héritage. Le souci, c'est que 23 ans se sont écoulés depuis ce meurtre. Autrement dit, il n'y a plus d'ADN, ni d'empreintes digitales ou encore des fibres pour relier directement Chichester. Et souvenez-vous, à l'époque, les policiers n'avaient pas pris soin de collecter l'ADN, ignorant à quel point il deviendrait précieux dans les enquêtes criminelles. Comment faire alors pour réussir à le condamner pour meurtre ? C'est l'emballage du corps qui pourrait être la clé, ou plutôt ce qui a servi à emballer la tête de la victime. Le meurtrier a utilisé 2 sacs plastiques. Il y en a un provenant d'une librairie, mais pas n'importe laquelle, celle de l'université du Wisconsin à Milwaukee. L'autre sac, qui a permis l'emballage, vient également d'une école, l'école de cinéma USC de Los Angeles. Or, une seule personne à San Marino a fréquenté ces 2 endroits, Christian Gerhardt à Milwaukee et Christopher Chichester à Los Angeles. C'est ainsi que Christopher Chichester est inculpé du meurtre de John Sohus.
S'agissant de Linda, puisqu'aucun corps n'a été découvert, la décision stratégique est prise de ne pas inculper le suspect. Comme il n'y a pas suffisamment de preuves, et que l'on ne peut pas être jugé 2 fois pour le même motif, le procureur ne prend pas le risque. Mais il y a de quoi faire avec le seul meurtre de John Sohus. Dans un premier temps, il est démontré que le changement continu d'identité est lié à chaque fois à une fuite. Il ne change pas de nom pour se reconstruire ou vivre plus sereinement après avoir évité un danger. Tout le temps, c'est suite à des escroqueries ou pire. Et puis, chaque identité a vocation à lui permettre d'accéder à de l'argent ou des cercles de personnes très aisées. Et donc, s'il est passé de Christopher Chichester à Chris Crow, puis Clark Rockefeller, c'était pour éviter d'être emprisonné pour meurtre. C'est aussi la raison pour laquelle il est passé de Clark Rockefeller à Chip Smith, après qu'il a enlevé sa propre fille. Le 18 mars 2013, le procès pour meurtre de John Sohus débute. L'accusation a du pain sur la planche pour faire tomber Chichester sans réelle preuve directe dans le meurtre dont il est accusé. Surtout que la défense a une ligne déjà prête dans la mesure où le corps de Linda n'a jamais été découvert. Il suffit de dire que c'est elle qui a tué son mari avant de s'enfuir à Paris et disparaître définitivement. Si l'accusé a pu fuir les autorités dans son propre pays durant plus de 20 ans, pourquoi Linda n'aurait pas pu faire la même chose? L'accusation veut justement couper l'herbe sous le pied de la défense, et avant même de parler de Chichester, elle évoque la relation de John et Linda. L'amour qui régnait entre eux et surtout l'absence de mobile pour la jeune femme d'assassiner son époux. Elle l'aurait donc assassiné et puis quoi? Elle serait partie comme ça, toute seule, en abandonnant sa famille et tous ses proches pour se rendre à Paris où elle n'avait pas réellement de raison d'aller? Ensuite, l'accusation se concentre sur l'homme qu'elle cible en exposant tous les mensonges dont il a été capable au long de ses 23 années et le peu de crédit qu'il est possible de lui apporter. Il a menti durant 8 ans à sa femme et sa fille. Pourquoi déverserait-il toute la vérité aujourd'hui alors qu'il risque d'être emprisonné à vie pour meurtre? Et puis, il est vrai qu'il n'y a pas de preuves directes dans ce dossier, mais les preuves circonstancielles sont légion. Les traces de sang dans son ancien logement, la voiture Nissan appartenant au couple vendue par lui à l'autre bout du pays, et bien sûr les sacs plastiques qui recouvrent la tête de la victime. L'accusation expose un double choix au jury. Le meurtrier de John Sohus est-il l'autre membre du couple, Linda, qu'il aimait du plus profond de son cœur et qui venait de l'épouser, ou un manipulateur auto-centré ne pensant qu'à l'argent et son bonheur en priorité? Le samedi 13 avril 2013, le jury va répondre à cette question. Simplement, le verdict est totalement incertain. Pas de preuves directes, des preuves circonstancielles uniquement, un menteur exposé, mais cela en ferait-il un tueur pour autant? Pour le jury, Christopher Chichester est coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de John Sohus. Dans la foulée, il est condamné à purger 27 ans d'emprisonnement pour ce crime. Voici comment cet escroc, qui a franchi la limite en devenant un meurtrier, est finalement tombé presque 30 ans après le meurtre de John. Le corps de Linda n'a jamais été retrouvé, et Chichester n'avouera jamais rien. Mais au fond de lui, il connaît sûrement toute la vérité. C'était une affaire complexe où il s'est passé plein de choses. Si vous êtes arrivé jusque-là, inscrivez le mot escroc en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. Bye.